Bonjour et bienvenue à vous, pèlerins du web. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la période humaine et climatique qu'on appelle le Mésolithique. Notez bien que toutes les dates sont données en calendrier grégorien et qu'il faut systématiquement rajouter 2000 ans pour avoir une date jusqu'au présent. Les dates de transition sont volontairement nettes et tranchées pour permettre une vision plus fluide de la chronologie. Il faut bien sûr pondérer ce fait et imaginer plutôt une fourchette de transition. Comme son nom l'indique, la période mésolithique est une période de transition entre le paléolithique et le néolithique. Le paléolithique, c'est l'âge de la pierre ancienne, on disait taillée. Le néolithique, c'est l'âge de la pierre nouvelle, on disait polie. Le mésolithique se situe entre les deux. Ce qui définit le mésolithique, c'est le moment où l'homme a décidé de s'installer définitivement à un endroit. Mais qu'est-ce qui prouve cette sédentarisation? Eh bien, c'est l'existence de maisons en pierre, que l'on ne peut démonter et déplacer au gré des saisons et des migrations du gibier, comme le faisait le chasseur-cueilleur du Paléolithique. L'homme du Paléolithique était en effet capable de construire des abris éphémères faits de paille ou de peau de bête maintenus par des pieux auxquels elle les ficelait. Mais cela reste néanmoins du nomadisme. On peut comparer cela à du camping. Les huttes, les cases et les tipis étaient faciles à monter, à démonter et à transporter. L'émergence de ce nomadisme paléolithique est difficile à établir dans le temps. On pense qu'il est le fait du paléolithique supérieur. Il est plus précis de dater et de situer l'émergence du mésolithique. Le contexte climatique de l'émergence du mésolithique. Le Solutréen correspond grosso modo à la période du dernier maximum glaciaire entre moins 22 000 et moins 15 000, dénommé Würm IV. Moins 16 000 marque le début du tardiglaciaire, la dernière phase du Pléistocène, précédant l'époque actuelle de l'Holocène. Le tardiglaciaire correspond à l'ultime subdivision de la dernière glaciation, dite glaciation de Würm dans les Alpes, durant laquelle le climat se réchauffe tout en étant marqué par des oscillations froides. Le tardiglaciaire précède la période interglaciaire actuelle, aussi appelée post-glaciaire, globalement chaude, qu'on appelle l'Holocène. Le tardiglaciaire commence vers moins 16 000 et se termine à la fin du Drias III vers moins 9 650. Le tardiglaciaire englobe le Drias correspondant aux trois oscillations froides de la période. Le réchauffement tardiglaciaire commence par toucher l'hémisphère nord au-dessus de 60 degrés de latitude, à cause d'un léger changement orbital qui a rapproché la Terre du Soleil à l'été boréal. De plus, l'axe de rotation est incliné de sorte que l'hémisphère nord bénéficie le premier du surplus d'insolation. Lors du dernier coup de froid du Drias récent, l'avancée des glaciers restera limitée. Ainsi, au pied du Mont Blanc, les glaciers ne parviennent même plus à remplir la vallée de Chamonix. Dans bien des cas, le retrait des glaciers produit un milieu lacustre. Ce retrait est rapide. Le lac Léman et le lac d'Annecy sont maintenant liquides, libres de glace. Ces lacs bénéficient d'un surcreusement des vallées à l'amont de Verrou. Presque tous les lacs alpins sont ainsi d'origine glaciaire. Ce sont surtout les lacs situés à l'écart des grandes vallées ou alimentés par une rivière provenant d'une région calcaire. Ces lacs ont pu survivre jusqu'à notre époque. Les eaux issues des glaciers sont encore trop troubles et trop froides pour que les poissons puissent y vivre. Ce n'est qu'à partir de moins 12 600, lors du réchauffement du Bolling, qu'ils ont pu peupler les cours alpins à partir des basses vallées du Danube, du Rhône et du Pô. Bien qu'au plus fort de la glaciation et que le couloir rhodanien ait encore fourni de beaux exemples de la présence humaine, roches de Solutré, baumes d'Oulin, grottes de la Salpêtrière, grottes Chauvet, le repeuplement des Alpes ne se fait que lentement. En Suisse, le retrait glaciaire permet sa colonisation par les hommes modernes, Homo sapiens. Le premier témoignage de cette colonisation se trouve dans la grotte de Castle Hall près de Soleure, vers moins 13 500, où l'on constate une industrie silex de type badgoulien. La dernière tentative de refroidissement de la glaciation de Würm, laquelle s'étend de moins 115 000 à moins 9 650, est appelée le Drias.
Le Drias court de moins 14 500 à moins 9 650. Son arrivée correspond en Europe au début du Magdalénien. Il correspond ainsi au dernier refroidissement du climat avant le rapide réchauffement qui a mis fin à la dernière période glaciaire et qui a ouvert la période tempérée de l'Holocène que nous vivons actuellement. Le Drias est une série de 3 vagues froides de durée inégale. De moins 14 500 à moins 12 600, le Drias ancien se termine par un réchauffement de 500 ans avec l'interstade du Bolling. De moins 12 100 à moins 11 900, le Drias moyen, une courte période de rechute des températures de 200 ans, se termine par un second réchauffement, l'Alrode, d'1 millénaire. De moins 10 900 jusqu'à l'Holocène en moins 9 650, le Drias récent, caractérisé par un refroidissement sévère et brutal, chute de 7 degrés de la température moyenne de l'hémisphère nord. Les interstades de Bolling et d'Alrode sont les 2 périodes de réchauffement climatique qui séparent les 3 vagues du Drias. Ces interstades ne sont séparés que par le court intermède de 200 ans du Drias moyen. De moins 12 600 à moins 12 100, c'est le Bolling. Les températures montent brutalement au début de cet interstade pour obtenir un climat tempéré. La température des fleuves se réchauffe et les poissons recolonisent les lacs des Alpes à partir des basses vallées du Danube, du Rhône et du Pô. Après le réchauffement du début de la période, les températures reviennent progressivement à un climat plus frais. Cet épisode permet un renouvellement significatif de la population d'hommes modernes en Europe en provenance des Balkans ou d'Anatolie, après la dépression démographique européenne due au dernier maximum glaciaire vers moins 20 000. C'est à la faveur de cette période, le Bolling, que le Natoufien émerge au Levant et l'Asilien en Europe. Le deuxième interstade est l'Alrode qui se situe entre moins 11 900 et moins 10 900. C'est la seconde phase de remontée relative des températures vers des niveaux intermédiaires entre ceux du dernier maximum glaciaire et ceux que nous connaissons actuellement. Le réchauffement n'est pas marqué, c'est plutôt un climat frais qui s'installe. Mais cela permet à la végétation de remonter vers le nord dans des zones précédemment occupées par les glaciers ou par la toundra. Le niveau de la mer remonte alors d'environ 60 mètres, c'est-à-dire environ la moitié de la remontée cumulée atteinte aujourd'hui. Il est à noter que les températures de l'Alrode restent inférieures au niveau atteint durant le Bolling et qu'elles s'inscrivent dans une tendance baissière sur la période. Le contexte humain de l'apparition du Mésolithique. Voilà plus de 40 000 ans que Homo sapiens a quitté l'Afrique via le Proche-Orient et qu'il a conquis le monde. Il apporte avec lui sa culture ulusienne, spécifiquement en Italie et en Grèce, et qui se confronte à la culture moustérienne des autochtones néandertaliens. Les cultures sapiennes vont ensuite se succéder. L'Aurignacien se développe à partir de moins 41 000, caractérisé par ses industries osseuses, saguets à base fendue et lithique, pièces carénées, lamelles, lames retouchées. Puis vient le Gravétien en moins 29 000, connu pour ses figurines de Vénus, qui étaient généralement sculptées en ivoire ou en calcaire ou simplement en terre cuite. Le dernier néandertalien disparaît en moins 27 000. La culture solutréenne s'étend après de moins 21 000 à moins 15 000. Dans la branche sapienne, le début de la divergence entre les ancêtres des populations de l'ouest et de l'est de l'Europe au Paléolithique est estimé vers moins 23 600. Cette divergence se produit bien évidemment à cause de la trop grande distance séparant les groupes d'individus, empêchant les liaisons au cours d'une même génération, mais aussi probablement amplifiée en raison des détériorations de l'habitat et des raréfactions des refuges dues au dernier maximum glaciaire. En moins 20 000, Würm IV atteint son paroxysme glacial. C'est le moment du maximum glaciaire qui a pour conséquence une dépression démographique. À cette époque, la température moyenne de la mer Méditerranée au pied des Alpes varie entre plus 8 degrés en hiver et plus 11 en été. En Europe, le climat est tellement rude que peu de populations réussissent à survivre. Les populations européennes de chasseurs-cueilleurs connaissent alors un goulet d'étranglement très sévère. On estime entre 750 et 1500 individus seulement
le nombre de survivants au plus bas en Europe. C'est le cas des Vascons, des Basques, dans le versant espagnol des Pyrénées. D'autres arrivent également à survivre en Italie du Sud et dans les Balkans, en Macédoine et en Grèce. En moins 19 700, les chasseurs-cueilleurs européens sont alors bien différenciés en deux refuges distincts, correspondant peut-être à ce que les archéologues identifient traditionnellement comme les aires de distribution des technocomplexes épigravétiennes et solutréennes. Le solutréen laisse la place à la culture du Bade-Goulien, aussi appelé magdalénien ancien, mais il s'en différencie nettement par les caractéristiques techniques de son industrie lithique. Le débitage des éclats est plus fin, apparaissent les raclettes, les grattoirs, les burins, les pointes à cran et les lamelles à dos. Les différences sont également perceptibles au niveau du travail des matières dures animales, en particulier le bois de renne, débité par percussion. L'art pictural représente des bisons gravés sur des gens blancs, des morceaux de pierre. Faisant suite au Bade-Goulien en Europe, le magdalénien marque la fin du Paléolithique supérieur. Les sites se multiplient au temps des Magdaléniens, mais on ne les trouve que sur le plateau suisse et dans le Jura, à basse altitude, à moins de 900 mètres. Les hommes vivent dans une steppe froide et chassent les rennes et les chevaux. Leur présence dans les Alpes à plus haute altitude ne commence vraiment qu'avec la période moins froide, bien que fraîche, du Bolling-Alrode, de moins 12 600 à moins 10 900. On parle alors de culture asilienne. Au début de la période de l'Asilien, le renne commence à céder la place au cerf. Les bois de cerf sont utilisés pour réaliser les harpons plats, souvent grossiers et perforés d'une entaille allongée à la base. On trouve des galets peints de cette époque. Cette culture s'intercale entre le magdalénien et le mésolithique. Le mésolithique débute en moins 6400 dans la péninsule balkanique et en moins 2300 en Europe septentrionale. Le travail sculptural de la terre cuite est magnifique, comme en témoignent les fameuses sculptures de bison de la grotte du Tuc d'Audoubert en Ariège. Toutefois, cette colonisation est rapidement interrompue par le bref mais intense retour du froid lors du Drias récent, lequel forme le dernier épisode de la glaciation de Würm. En moins 12 600 débute le radoucissement du Bolling. Tandis qu'en Europe, l'homme de l'Asilien vit encore dans des grottes, au Levant commence la culture du Natoufien. Avec le Natoufien, l'humanité entre dans sa phase de sédentarisation. Ceci se passe au Levant, en Jordanie plus exactement, dont la Galilée semble en être le cœur. On parle maintenant de mésolithique. Le réchauffement climatique permet aux céréales sauvages de pousser pratiquement en continu. Il suffit juste de les cueillir. Et comme le gibier et les poissons sont abondants, l'homme de Jordanie passe d'un comportement nomade à un comportement sédentaire. Les tipis, huttes et cases laissent la place à des habitations individuelles construites avec des murs en pierre ou des briques calcaires, ce qui est indubitablement la preuve d'une sédentarisation. Elles ne sont pas déplaçables comme l'avaient été les tipis. La diversification des ressources alimentaires et l'intensification des stratégies de leur exploitation deviennent remarquables. La cueillette, d'abord à la main, puis avec des outils lithiques tranchants, vient compléter le mode de subsistance fondé sur la chasse, la pêche et la prédation des racines et des bulbes. Au Levant, le climat tempéré proche du climat actuel incite les hommes, sinon à commencer à se sédentariser, pour le moins à réduire leurs déplacements saisonniers. L'apparition de ces premiers villages en dur sont les premières expériences de sédentarisation. On estime à quelques centaines le nombre d'habitants dans un village. Une centaine d'âmes, ça veut dire une cueillette assez importante, donc des champs de céréales naturels assez importants. Cette restriction causée par la taille de la zone de chalandise va être un élément important, déterminant même, pour l'invention des techniques de domestication des plantes. Le Natoufien est couramment divisé en deux périodes principales. De moins 12 600 à moins 11 550, on parle de Natoufien ancien, qui englobe tout l'interstade de Bolling et une partie de l'Alrode. Le Natoufien ancien inclut donc
la courte phase de refroidissement de 200 ans du Drias moyen. On assiste alors à un recul de la mobilité et à l'émergence de villages de chasseurs-cueilleurs. De moins 11 550 à moins 9 650, on parle de Natoufiens récents, qui débute donc environ au milieu de l'Alrod et qui inclut la phase du sévère refroidissement du Drias III. L'arrivée du froid rapide et brutal du Drias III entraîne un recul de la sédentarité. Le Natoufien récent prend fin lorsque commence l'Holocène en moins 9650. La découverte de maisons permet donc d'identifier les Natoufiens comme les plus anciennes communautés sédentaires connues. Il faut bien noter que l'agriculture et l'élevage ne sont pas connus à cette époque. Nous sommes avant le néolithique, car en effet, en l'état actuel des connaissances, rien n'indique que les Natoufiens aient été des agriculteurs, mais il est possible qu'ils aient procédé à des essais de domestication des plantes. C'est donc avec le Natoufien dans le Levant qu'on entre dans le Mésolithique. Par la suite, la sédentarisation s'opérera dans le monde avec des décalages chronologiques et géographiques. Les limites chronologiques du Mésolithique sont ainsi variables d'un continent à l'autre et d'une région à l'autre. S'il commence au Proche-Orient avec le Natoufien en moins 12 600, l'Europe reste paléolithique et devra attendre environ plusieurs millénaires pour se voir entrer dans le Mésolithique. En effet, l'économie paléolithique perdure jusqu'en moins 6400 en Grèce et dans les Balkans et jusqu'en moins 2300 en Europe septentrionale et de l'Ouest. Au Proche-Orient, le Mésolithique s'achève en moins 9650. On assistera dès lors à une inversion des coutumes alimentaires. L'agriculture et l'élevage deviendront la source alimentaire principale, la chasse et la cueillette n'auront plus qu'un rôle d'appoint.